bienvenue à toi sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. T'es sur Kinamo, qui vient de Kimiana Motema, Pona Kimiana Mokili, qui veut simplement dire la paix dans le cœur pour la paix dans le monde. Je crois fermement en fait que la paix dans le monde viendra lorsqu'il y aura la paix entre chaque homme. Et puisque l'homme ne peut donner que ce qu'il a, pour qu'il y ait la paix entre chaque homme, il faut qu'il y ait la paix dans le cœur de chaque homme. Et ici on parle de problèmes afin de trouver des solutions ensemble. Et si t'es comme moi, quelqu'un qui a soif de justice dans ce monde, alors t'es à la bonne place, t'es sur la bonne chaîne. Dans cette vidéo, on parlera du racisme. Ce qu'est le racisme. On définira ce qu'est le racisme, d'où il vient, qui l'a créé, parce qu'il a été créé et pensé. Et pourquoi c'est un sujet qui est autant épineux, pourquoi c'est un sujet qui est autant complexe et difficile. On verra tout ça ensemble. Avant tout propos, je pense qu'il est vraiment important de faire la différence entre la xénophobie et le racisme. Le racisme n'est pas la xénophobie. La xénophobie vient du grec xénos, qui veut dire étranger, et phobie, je pense que tu le sais, qui veut dire la peur. Voilà. Donc la xénophobie, c'est la peur de l'étranger. La peur de ce qui nous est étranger, la peur de ce qui n'est pas commun. Je pense que la xénophobie est universelle, elle est commune à toutes les populations, à différents stades de l'histoire. Il y a de la xénophobie un peu partout sur le globe. Voilà, je sais qu'il y a de la xénophobie entre les Japonais et les Chinois, par exemple. Et pourtant, souvent, ils sont considérés, et à tort, comme une seule entité, simplement parce qu'ils ont les yeux bridés. Mais il peut exister une grosse xénophobie entre les Chinois et les Japonais, due à leur histoire. Il y a de la xénophobie chez nous, dans nos populations, dans nos cultures africaines. Il y a beaucoup de xénophobie. Et ça, je pense qu'il est important d'en parler. Moi, je suis congolais et angolais. Donc, c'est une bonne chose, c'est une richesse. Par contre, j'ai vu de la xénophobie des propres membres de ma famille envers moi, simplement parce que je suis à moitié congolais et eux sont 100% angolais. J'ai vu beaucoup de rejet du congolais chez les angolais. Alors, je sais pas ce que les congolais ont fait aux angolais. Ça, c'est lié à l'histoire aussi. Il y a de la xénophobie qui peut exister au sein même d'un pays. Je parle de la RDC parce que c'est ce que je sais, c'est ce que je connais. Entre, par exemple, les Baluba et les Bakongo, entre les Baswahili et les Baluba. Il y a de la xénophobie un peu partout sur la terre. On va pas s'éterniser sur ça, je pense que t'as compris. Peut-être même que tu as été auteur de xénophobie. J'ai été auteur de xénophobie, donc je pense que c'est commun à tout le monde. Mais la xénophobie, c'est différent du racisme. Je vais taper sur Google qu'est-ce que le racisme. Je vais écrire racisme définition. On va voir ensemble ce que Google va nous trouver. Tu peux même faire l'expérience toi-même chez toi à la maison. On est ensemble. Alors déjà là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Simplement en tapant racisme sur Google, j'ai compris que ça allait être compliqué. Et que cette vidéo est vraiment, vraiment, vraiment importante. Alors on y va. Alors le racisme est une idéologie postulant une hiérarchie des races. D'accord, donc c'est une classification des races. Ok. 2. C'est une discrimination, hostilité violente envers un groupe humain. Maintenant, regardez les exemples que Google me donne. Racisme envers les femmes, sexisme. Les homosexuels, homophobie. Alors déjà là, en tant qu'homme noir, j'ai ma petite idée de ce qu'est le racisme, ayant vécu avec le racisme depuis que je suis né. Mais de voir une telle définition pour le racisme, avec de tels exemples, alors déjà là, je trouve ça assez bizarre. Les seules images que je peux avoir sur Wikipédia, c'est une image sur la ségrégation, donc c'est en Amérique, et une image de propagande américaine contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça me fait bizarre, étant un homme noir né en France, ayant grandi en France, sachant toute l'histoire de la France liée au racisme, je trouve ça assez bizarre. J'ai l'impression que c'est toujours, voilà, c'est chez les Américains, il y a eu la ségrégation, il y a eu le racisme là-bas, il y a le racisme chez les autres, voilà, mais en France, c'est comme si en fait on occultait un peu le racisme en France. Et je trouve ça assez bizarre, mais ça nous en dit long sur la façon dont on traite le racisme en France. Le racisme naît de la classification des races avec l'homme blanc tout en haut de l'échelle et l'homme noir tout en bas. Voilà. Alors avec tout ce qui sera lié à cette classification-là des races, on pourra parler donc
de racisme. La mission civilisatrice part d'une idée raciste et évolutionniste. Très simple, la civilisation européenne blanche serait au sommet de l'évolution humaine, et si l'humanité évolue, cela signifie que les races inférieures peuvent atteindre le même niveau de civilisation ou de développement que la race blanche. En 1885, à l'Assemblée nationale française, Jules Ferry, l'un des plus grands promoteurs de la colonisation française, prononce une phrase marquante. Je crois que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Le racisme est né au XVIIe siècle. C'est un concept qui a été pensé, réfléchi, défendu, argumenté afin de légitimer la colonisation. Le racisme est donc lié à l'esclavage et la colonisation. Voilà l'image du nègre largement véhiculée pendant des siècles et conceptualisée par la littérature, la poésie, les documentaires, les explorateurs, les scientifiques, les auteurs, puis plus tard par les médias occidentaux en général. Le cliché du noir intégré, fixé par l'imaginaire collectif au fil des siècles. Celui du nègre primitif, barbare, proche du singe, avec un pois chiche à la place du cerveau, avec une lente évolution. Celui que l'on doit éduquer, celui qui, comme le chantait l'ancien hymne national du Cameroun, vivait dans la barbarie et que l'on doit peu à peu sortir de sa sauvagerie. L'être supérieur, généreux, sensible, c'était l'occidental, maître des sciences et de la technologie, détenteur du savoir, celui qui a travaillé à ériger les droits de l'homme, celui qui a sacralisé l'humain, qui pour cela a mis sur pied le droit international. Quel tableau, quelle imposture, quel mensonge collectif. Attention, à l'époque, au XVIIe siècle, on a été très sérieux avec ça. Parce qu'il fallait en fait faire croire aux populations du monde entier, donc même à la population noire, que c'était légitime de pouvoir les prendre comme esclaves. Que c'était légitime de pouvoir les réduire à l'état de sous-homme, à l'état d'animal. C'était comme normal de pouvoir être noir et d'être esclave. Donc c'était la norme. Faites attention à la norme et à ce qui est normal. Il y a une musique que j'écoutais que j'aime bien. Et le chanteur disait, ce qui est normal pour le monde n'est pas normal pour Dieu. Il fallait légitimer cela envers toutes les populations, qu'elles soient blanches ou noires. Et la religion, et la science, et les grands penseurs, et la philosophie, tout ça, ça a été mis ensemble pour légitimer ce racisme, pour légitimer l'esclavage et la colonisation. Je suis admiratif des hommes de lumière, je suis admiratif de les grands penseurs, parce qu'à l'école, on nous a présenté tous ces grands penseurs, tous ces hommes qui ont pensé, Voltaire, à la liberté, qui ont été des savants. J'ai avec moi un petit commentaire de Monsieur Larousse. Monsieur Larousse qui a donné son nom au dictionnaire Le Larousse, qu'on connaît tous. Il disait « Nègres, leur infériorité intellectuelle, loin de nous conférer le droit d'abuser de leur faiblesse, nous impose le devoir de les aider et de les protéger. » En fait, il fallait... c'est de là d'où vient toute cette pensée de mission civilisatrice. Il faut aller les civiliser, les sauvages, il faut les aider, il faut les aider, les noirs, il faut... toutes ces populations-là, indigènes, il faut aller les aider, il faut les civiliser, il faut qu'on leur apporte la civilisation. Je vous épargne les nombreux crimes de la traite négrière, avec sa cohorte de femmes, enfants, hommes jetés à la mer ou tués dans les plantations de coton et de canne à sucre. Je vous fais l'économie des crimes de la colonisation, avec des pendaisons et des bras coupés des esclaves qui ne produisaient pas la quantité de coton ou de tabac exigée. Des enfants pendus simplement parce que leurs parents n'avaient pas pu produire la quantité de tabac fixée par le colon. Je ne fais pas mention des sanglantes batailles de conquête menées sur leur propre sol. Je vais juste brièvement évoquer les tueries de masse commises au XXe et XXIe siècle avec la plus folle violence. Hitler kills 2 million white people. He is the most evil man that ever lived. Leopold kills 20 million Africans. He still does not appear on the list of the most wicked people that ever lived on the earth. Ouais. Belle civilisation. Après voilà, ça fait partie de l'histoire. Mais je pense qu'il est important de rappeler cela parce que je pense qu'il est important de comprendre que le racisme, l'esclavage, la colonisation ont profité au remplissage des poches des populations caucasiennes dans le monde entier. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Je sais pas pour les États-Unis ou autres, mais en tout cas pour un pays comme la France, ayant un passé colonial et d'esclavage aussi lourd, je pense que
La façon dont on nous a présenté la colonisation, l'esclavage, et la façon dont on nous donne les informations, que ce soit sur Google ou autre, vaut mieux apprendre de soi-même. Voilà, vaut mieux aller faire vos propres recherches, ne pas taper rapidement des recherches et tout, parce que ce que j'ai vu du code noir, en fait, on m'a sorti que des trucs bien. Alors, genre, en gros, ils avaient mis... c'était quand même quelque chose de bien, parce que, en fait, il y avait écrit que dans le code noir, il y avait des jours autorisés dans lesquels les esclaves pouvaient ne pas travailler. Des trucs comme ça, quoi. Pour moi, c'est une vraie dinguerie, parce que je pense qu'on occulte volontairement certains faits de l'histoire, pour ne pas avoir à changer certaines choses. On en parlera un peu plus loin. J'ai cité Larousse. Je vais citer Monsieur Voltaire, parce que Voltaire, c'est quand même quelqu'un d'important. Là, j'ai un exemple avec moi de ce que pouvait dire Monsieur Voltaire, le grand Voltaire. On peut dire que si l'intelligence des nègres n'est pas d'une autre espèce que notre entendement, elle est très inférieure. Donc voilà, Monsieur Voltaire disait que toi, si tu es noir, tu étais bête. Je sais pas s'il y a un autre mot. Que tu n'étais pas très intelligent, quoi. Ils ne sont pas capables d'une grande attention. Ils combinent peu et ne paraissent faits ni pour les avantages, ni pour les abus de notre philosophie. Alors, moi j'aimerais comprendre Monsieur Voltaire, parce que c'est ce qu'il pensait à l'époque. À l'époque, j'espère que c'est resté à l'époque. Après, c'est vrai que se défaire de autant de siècles de racisme, c'est assez difficile. Mais bon, j'ose espérer que c'est resté à l'époque. Le terme blanc, selon l'historien Frédéric Régent, a été employé pour la première fois en 1673 dans une dépêche, dans un document à destination des Antilles françaises. Et, écoutez bien, il servait à défendre aux blancs de s'accoupler avec des noirs. Et 10 ans plus tard, on employait le terme de race pour classifier les êtres humains. Monsieur Albert Einstein disait « Cette séparation n'est pas une maladie des hommes de couleur, mais c'est une maladie d'hommes blancs. » Alors, c'est oui et non. Moi, le simple terme d'homme de couleur me dérange moi personnellement, parce que cela voudrait dire que être blanc c'est la norme, et toutes les autres couleurs de peau sont les couleurs. Donc ce sont les hommes de couleur. Et voilà, non. Moi, je ne me considère pas comme étant un homme de couleur. On dit couramment noir, mais je suis plutôt brun. J'ai un beau brun. Pourquoi je prends autant de temps à clarifier ces choses et à m'arrêter sur certains faits? Parce qu'en fait, nous sommes le fruit d'une histoire. Et Martin Luther King disait que ce n'est pas les hommes qui font l'histoire, mais c'est plutôt l'histoire qui façonne les hommes. Et je pense qu'il est vraiment important, crucial, indispensable de pouvoir rappeler l'histoire, l'historique des concepts qu'on utilise afin de mieux les comprendre, de mieux les cerner, afin de mieux avancer. Alors je pense vraiment qu'il est important de s'approprier la définition des termes qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés à tort et à travers, et qui sont mal utilisés, qui sont sortis de leur contexte. Prenons un exemple concret. Je pense que vous avez déjà dû entendre le terme de racisme anti-blanc. Est-ce que, selon vous, le racisme anti-blanc, ça existe? C'est une vraie question, parce que j'ai vu des personnes, des gens qui ont fait les grandes écoles, des personnes du gouvernement, des ministres, des personnes utiliser ce terme. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vraiment légitime d'employer le terme de racisme anti-blanc, selon la définition que nous venons de voir? Non? Non? On peut parler d'une forme de colère en réaction de... Ça, je peux comprendre. On peut parler d'une forme de rejet, surtout sur le continent africain. En ce moment, il y a une forme de rejet du système France-Afrique, du système néocolonial, dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali et autres. Mais racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Ça n'existe juste pas. C'est prendre un mot et le sortir de son contexte. La xénophobie envers des populations caucasiennes existe, ça, c'est tout à fait normal, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais le racisme anti-blanc, s'il vous plaît, c'est quoi? Qu'on m'explique c'est quoi? Qu'on m'explique c'est quoi? Et là, je m'adresse aux personnes qui l'utilisent, ce terme. Arrêtez de l'utiliser. C'est même pas un abus de langage, c'est même pas une faute de... Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Monsieur Albert Einstein n'était pas bête en disant que c'était une maladie, parce que pour moi, c'est réellement une maladie. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas la victimisation. On vient de quartiers un peu difficiles. Donc déjà, le terme de victimisation, j'aime pas trop. Mais maintenant, dire que j'ai été victime de racisme, s'il vous plaît, mes frères, n'utilisez plus ça. N'utilisez pas ça, laissez ça tomber. Parce que pour moi, les victimes du racisme, ce sont les racistes eux-mêmes qui sont victimes de folie. Parce que la xénophobie, c'est une peur. Dans le racisme, il y a la peur. C'est une vraie maladie dont les malades, la plupart, ignorent qu'ils en sont atteints. Et je pense que c'est ça qui est le plus dangereux. La science même a été utilisée pour légitimer l'esclavage, pour légitimer la colonisation. À l'époque, ce sont les colonisateurs qui financent la recherche pour prouver la domination blanche et justifier leur politique coloniale. Mais les mesures de Crâne n'arrivent pas à présenter des preuves crédibles pour expliquer la supériorité des Blancs. Le racisme, c'est lourd, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Si maintenant il peut y avoir un racisme anti-blanc, alors on doit prendre toute l'histoire du racisme même et le calquer sur la population blanche aussi. Et donc là, si la population blanche vit ce que la population noire a vécu, dans ce cas-là, on pourra parler de racisme anti-blanc. Je pense qu'ici, il y a une forte volonté d'occulter ce qu'est réellement le racisme, afin de le minimiser. Et pourquoi pas continuer à l'utiliser? Je sais pas. Là, je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que le racisme existe encore en France? Est-ce que la France est un pays raciste? Est-ce que la France est un pays systémiquement raciste? Là, c'est une question ouverte. Je vous pose la question. Je te pose la question. Déco, écris-moi dans les commentaires ce que tu penses. Je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais j'aimerais quand même finir par des notes positives. Je suis personnellement quelqu'un qui m'aligne beaucoup sur les pensées de Martin Luther King, qui disait que la haine est un fardeau trop lourd à porter et que l'amour seul peut transformer nos sociétés. Il disait encore, j'ai vu trop de haine. C'est pourquoi j'ai décidé d'aimer. C'est dur de pouvoir pardonner. C'est dur de pouvoir se dire que tu dois aimer. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à pardonner. Je crois que Dieu le sait. Sans Dieu, le monde n'a aucun avenir. Simplement parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et que l'amour qui est capable d'aimer dans la haine, l'amour qui est capable de pardonner dans les blessures, l'amour qui est capable de bénir, c'est la personne de Dieu lui-même qui vient en toi afin de te donner la capacité d'aimer. Et c'est cet amour-là qui pourra réellement, je pense, changer le monde. Il est facile de blâmer les autres. C'est facile de blâmer les autres. Mais je pense qu'au final, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont pensé, réfléchi ou quoi, le racisme. Je pense qu'on n'est pas meilleurs qu'eux. Je ne m'estime pas meilleur que les esclavagistes. Et je pense que la racine même du problème de l'homme, c'est le péché en soi. Il y a une solution qui nous a été donnée. Il y a 2000 ans, il y a une solution qui nous a été donnée sur la croix. Et c'est cet amour-là que nous devons nous porter les uns envers les autres. Dans un monde voué aux ténèbres et au désordre, le royaume des cieux peut encore briller dans le cœur des hommes. C'est tout pour cette vidéo. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a été utile pour toi? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que le racisme anti-blanc n'existe pas? Est-ce que tu penses que la France est un pays raciste? Est-ce que tu penses que le racisme est systémique en France? Est-ce que tu penses que la France s'en est débarrassée? J'aimerais vraiment te lire dans les commentaires, voir vraiment ce que tu penses de tout ça. Pour ma part, je te souhaite de bien te porter. Prends soin de toi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse toujours.